Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Christophe Bordet, prenez la parole. Prenez la parole, terminez les plans banlieue, a dit Emmanuel Macron aujourd'hui, et pourtant ce qu'il a présenté pourrait bien s'appeler un plan banlieue, plus de policiers, plus de justice, plus d'écoles, plus de stages, plus de sanctions contre les discours racistes et antisémites. Et puis, eh bien, on se reverra, tous les 2 mois pour faire le point, c'est ce qu'il a dit, tout ça c'est bien. Mais c'est quand même du déjà vu. Alors, quelle solution pour la banlieue? C'est le thème de ce Prenez la parole ce soir et je vous attends bien sûr 0826 300 300, 0826 300 300. Si vous avez quelques idées qui pourraient nous sortir de la galère de la banlieue, surtout n'hésitez pas. Allez-y, appelez, on vous attend au standard bien sûr de Sud Radio. Et pour évoquer évidemment ce sujet ce soir, Daniel Chaumette, secrétaire général et délégué USGPFO Police, j'ai toujours du mal à le dire. USGPFO Police. Voilà, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. C'est bien aimable d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir. Et puis Farid Temsamani du think tank France Fière, porte-parole de Banlieue Plus. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'un coup, on nous sort du chapeau. Plus de 1000 policiers qui vont arriver sur le terrain partout en France, dans les quartiers dits chauds, une trentaine, une soixantaine à Marseille. Alors je m'adresse évidemment tout de suite à Daniel Chaumette. Est-ce que déjà ça c'est une bonne nouvelle pour les quartiers et la banlieue? Bien évidemment que le renfort d'effectifs en quelques endroits du territoire est toujours le bienvenu. Ouais. C'est pas un scoop. Nous savions que dans le dispositif de la mise en place de la police de sécurité du quotidien, il y avait effectivement 1300 effectifs qui étaient dédiés à certains quartiers prioritaires. Donc c'est une annonce, mais qui n'est pas neuve en soi. Non, c'est pas un scoop. Je le dis très clairement. Déjà entendu. 60 quartiers, 1300 fonctionnaires de police jusqu'en 2020. Je vous laisse mesurer l'échelle temps. Ouais. Et d'autre part, 60 quartiers, vous divisez, ça fait 21 fonctionnaires. On est loin d'un véritable plan Marshall ou d'une explosion des effectifs de police. La dernière fois qu'il y a eu un plan Marshall, on peut pas dire que ça ait réglé les problèmes outre mesure non plus. On est bien d'accord et on y reviendra. Ceci étant, eu égard, et vous citez les événements qui se sont déroulés à Marseille, je crois que vos auditeurs ne peuvent que constater la situation que l'on rencontre dans notre pays, la France aujourd'hui dans les quartiers, et toute la difficulté qu'ont mes collègues à maintenir l'ordre, la sécurité des personnes et des biens, parce qu'aujourd'hui circulent des armes de guerre, parce qu'on a assisté à des scènes de guérilla urbaine, parce que c'est extrêmement dangereux. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut dire très clairement que la sécurité a un prix, et il faut qu'on y mette les effectifs, les moyens, les méthodes, et qu'on ait également, mais on en rediscutera dans le cadre de votre émission, une réponse judiciaire adaptée. Est-ce que dans la méthode quand même, vous sentez une envie de changer un peu les choses, ou bien vous vous dites finalement, quand on regarde l'ensemble de ce qui est annoncé, on va continuer dégrainer tout ça bien entendu, finalement c'est toujours la même chose et on nous resserre toujours les mêmes vieilles recettes. Allez-y. Oui, moi j'aimerais dire ici à votre antenne que il serait grand temps qu'on reçoive un peu la DSL ou qu'on passe en boîte sport. Les policiers, non mais j'en rigole parce que les effets d'annonce, des discours, on en a connu précédemment sous Nicolas Sarkozy, on en a connu sous François Hollande. Les uns les autres ont toujours des idées de plans merveilleux s'agissant des problématiques des zones sensibles, des quartiers difficiles. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que mes collègues ont toute difficulté à assurer la sécurité et l'ordre et la paix. Nous sommes gardiens de la paix, c'est-à-dire le bien vivre ensemble, ont toute difficulté à assurer leur mission dans ces quartiers. Aujourd'hui, on voit de plus en plus... Qu'est-ce que vous constatez, vous, concrètement dans ces quartiers? Écoutez, soyons clairs. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait des individus qui circulent aussi facilement avec des armes de guerre, des kalachnikovs? On sait les dégâts que ça peut faire, qui font la loi dans les quartiers. Je vous rappelle quand même, qui est surtout toujours aussi prégnante. Et
et nos collègues qui ont toute difficulté à être en nombre et en efficacité dans les quartiers. Il faut qu'on libère les énergies et qu'on donne à la police, parce qu'on sait faire. Il n'y a pas besoin de mettre l'armée dans les quartiers. La police sait faire à condition qu'on lui donne les moyens d'agir dans les quartiers. Premièrement. Deuxièmement, qu'il y ait une réponse judiciaire adaptée à chaque acte de délinquance. Notre boulot à nous, c'est d'interpeller les gens hors la loi et de les remettre à la justice. Si on a une justice qui est entre deux eaux, vous avez employé le monde merveilleux des bisounours tout à l'heure, et je le reprends. Là, on en parlait tout à l'heure dans le débat précédent. C'est une réelle volonté. Après, les discours, on peut y mettre tout est beau. Non mais regardez par exemple, et on va prendre un auditeur dans un instant qui nous appelle au 0826 300 300. On peut se dire que tout ça passe aussi par exemple l'éducation, par l'école. Bon, bien sûr. Donc, par exemple, les stages de troisième. Voilà, 30 000 stages pour les gamins de troisième. Pour ces gamins dont les parents n'ont pas forcément le bon carnet d'adresse, etc. Donc on va passer par des associations. Ça se fait déjà. Là aussi, on ne sait pas trop s'il n'y a pas de l'enfumage parce que ça se fait déjà. Il y a des associations qui le font, mais on va booster tout ça. L'idée c'est quoi? C'est que des associations qui ont le carnet d'adresse permettent à des gamins de banlieue de faire leur stage de troisième dans une entreprise, je sais pas, à Toulouse, à Bordeaux, dans le 16e arrondissement de Paris, peu importe. Est-ce que ça, par exemple, c'est le genre de choses qui permet de construire les gens et donc d'espérer qu'ils ne deviennent pas les délinquants contre lesquels vous luttez? Mais bien évidemment. Ça peut pas être que la sécurité. Mais bien évidemment. Je le dis très clairement aujourd'hui à votre antenne. La police ne fera pas tout. Ce n'est pas possible. Il en va de l'éducation parentale, il en va de l'éducation nationale, il en va de l'intégration, et il y a un travail à faire au niveau des communes, il en va aussi du logement. Il faut réfléchir autrement. La sécurité est l'affaire de tous, pas seulement des policiers. Quand on en arrive à une interpellation des policiers, c'est que quelque part toute la société, et notamment la société française, a échoué. Alors, tiens, pour revenir sur les questions de sécurité, le chef de l'État a semblé accéder à une demande d'un certain nombre d'élus locaux, de maires notamment, qui se plaignent de ne pas savoir qui sont les fichés S sur leur territoire. Alors, il a dit, en gros, c'est pas surtout les fichiers S en tant que tels qu'il faut mettre entre les mains, si je puis dire, des élus locaux, mais plutôt ceux qui sont les plus dangereux, qui appartiennent à un autre fichage qui s'appelle le SRPRT. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Il va falloir que les préfets se mettent en contact avec les maires petit à petit, qui leur disent voilà, ceux-là ils sont vraiment très dangereux, ils habitent à tel endroit, etc. Concrètement, Daniel Chaumette, ça peut changer quoi, ça? Oui, alors tout ce qui converge pour lutter contre les actes terroristes est le bienvenu, bien évidemment. Néanmoins, s'agissant des personnes les plus radicalisées et qui rentrent dans le fichier que vous venez de citer, il convient d'être particulièrement prudent dès lors que on diffuse des informations au niveau municipal. J'avoue que cette annonce nous a pris un petit peu à dépourvu. C'est-à-dire pourquoi? Parce que, écoutez, s'agissant d'informations qui sont somme toute confidentielles, qui mobilisent des gens qui sont vraiment spécialisés et qui luttent contre des attentats terroristes, et d'autre part, ces personnes sont suivies, j'allais dire, nuit et jour. Dès lors qu'elles sont susceptibles de passer à l'acte, il est bien évident que plus on met de personnes dans la confidence, plus c'est compliqué et plus il peut y avoir des fuites. Donc j'avoue que sur cet aspect-là, donc vous faites pas trop confiance aux maires qui sont en demande de ça. Il s'agit pas de ça. J'ai dit en préambule que tout ce qui convergeait vers la lutte contre les attentats terroristes était le bienvenu. Simplement, les informations extrêmement sensibles telles que celle-ci, au risque de saboter le suivi de certaines personnes et éventuellement de faire échouer, comme c'est le cas actuellement. Je vous rappelle qu'il y a de nombreux attentats qui sont jetés à terre aujourd'hui par l'excellent travail fourni par mes collègues du renseignement. Dès lors que on élargit à l'ensemble des maires et aux conseils municipaux, forcément, je suis pas certain qu'il y ait une étanchéité. Pas forcément, c'est le maire qui a l'info, point, voilà, non? Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça l'idée quand même. J'ai envie de vous croire. Non, mais on prend le risque effectivement que ces informations sensibles et confidentielles qui visent à sauver des vies, je le rappelle,
puisse être utilisé ou qu'il y ait des informations qui fuitent. J'avoue que là, on est un petit peu perplexe quant à cette proposition. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce qu'a dit le chef de l'État cet après-midi, il y avait quelque chose qui permettait de se dire oui, la discipline, on va y aller? Moi, j'ai rien entendu personnellement. Non, mais du tout. Je pense qu'il faut une véritable révolution culturelle dans ce pays. Je pense que autour d'une table, je ne vois pas quel citoyen français sera en capacité de dire non, on a envie de vivre en danger, on a envie de vivre dans le stress, dans les quartiers, etc. Aujourd'hui, il faut y mettre les moyens et la volonté. C'est pas le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, merveilleux des bisounours. Il faut de l'ordre. Ça vous a plu, ça, oui, les bisounours. Mais ça me plaît parce qu'effectivement, ça nous rappelle faut notre arrêter jeunesse, de rêver. Et puis aujourd'hui, pour vivre en collectivité, il y a des règles et il y a la loi et il faut que chacun respecte ça. On peut pas accepter aujourd'hui que certains fassent la loi dans certains quartiers et pour ça, malheureusement, il faut passer par un certain nombre de contraintes et il faut faire confiance à la police nationale pour exercer pleinement son métier dans ces quartiers. Pour aller un peu plus loin, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'aspect aussi économique. Bon, la police fait ce qu'elle peut, est-ce qu'il faudrait que le fisc, que Bercy mette un peu plus son nez aussi dans tout ça pour aller chercher tous ces gens qui se font beaucoup d'argent et puis qui le montrent, clairement. Absolument, c'est la notion d'argent facile et il y a beaucoup de jeunes qui sont déroutés de la voie normale pour aller gagner cet argent facile en étant ce qu'on appelle les chauffeurs. Tout le monde le constate, mais personne va vraiment couper les racines à la base, si je puis dire. On va couper les racines et je vous l'ai dit en préambule, la police fait son travail dans les quartiers, non pas. Non, mais la drogue, elle arrive bien de quelque part. Elle arrive bien en quantité énorme, la drogue. Il y a une volonté à tous les niveaux de vouloir punir les gens qui gangrènent nos quartiers et qui déroutent les plus jeunes vers des voies de facilité d'obtenir de l'argent, etc. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, on n'en sortira pas si derrière les gens, et ça vient d'être dit par mon voisin, si les gens qui sont pris dans le cadre d'un trafic de drogue ne sont pas punis sévèrement. C'est tellement facile, c'est de l'argent facile, on gagne énormément d'argent en matière de trafic de stupéfiants et autres, et ça gangrène véritablement nos quartiers. Je rappelle que dans ces quartiers, il faut pas stigmatiser, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de vivre dans ces endroits-là, et il faut pas cibler de la même manière toutes les personnes, et je le dis encore une fois, mes collègues qui interviennent dans ces conditions extrêmement difficiles, où parfois il y a une loi transversale qui est mise en place, ont toute difficulté à essayer de faire en sorte que les gens vivent en paix dans ces quartiers. Alors, il y a un travail énorme à faire et ce ne sont pas des réformettes qui vont pouvoir régler le problème. Je pense que le diagnostic qui est posé par le président de la République est bon. Le diagnostic est bon. Maintenant, les solutions pour faire changer les choses, on les attend, et ce n'est pas la présentation qui a été faite ce jour qui peut rassurer notamment les forces de police que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui et qui sont particulièrement inquiètes du devenir de ces quartiers où manifestement on n'a pas la volonté de vouloir changer les choses en profondeur. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on a entendu, aide-toi et le ciel t'aidera? Vous avez pas ce sentiment un petit peu quand même? Non, mais je dis ça parce qu'à un moment il dit qu'il souhaite une société dans les quartiers, les banlieues, qu'il souhaite une société de vigilance. En gros, c'est un peu à vous de vous surveiller, de vous cadrer, Le concept de la sécurité est l'affaire de tous, on y adhère. Bien évidemment, en matière de terrorisme, tout le monde doit être vigilant pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir aller au restaurant. On l'a vu à Marseille dernièrement, c'est un voyageur, une femme qui a signalé à une patrouille sentinelle qu'il y avait un individu, etc. Aujourd'hui, eu égard aux attentats terroristes dans notre pays, tout le monde doit être vigilant. Donc, qui est cette vigilance, ça ne gêne en rien. Par contre, s'agissant des problématiques spécifiquement dans les quartiers avec ces trafics, cette économie souterraine qui génère énormément de l'argent, donc de la violence, parce que chacun protège son périmètre, et où, je vous le dis, il y a une autre loi que celle de la République qui s'exerce. Là, il faut prendre d'autres dispositions et d'autres moyens, et ne pas attendre que ce soit simplement la population qui travaille, qui habite dans ces quartiers, qui gère le problème. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut prendre? Quelle solution? Vous dites qu'il faut prendre d'autres solutions
utilisant d'autres moyens. Vous seriez Emmanuel Macron, vous seriez président de la République, cher ami Chaumette, là, vous feriez quoi, vous? Écoutez, ça va être très simple, effectivement, continuer à mettre des moyens en matière d'effectifs. Je vous rappelle quand même que la réforme générale des politiques publiques a supprimé 10 000 policiers et 10 000 gendarmes, et qu'aujourd'hui on en paye les conséquences. Remettre des services publics. Mais attendez, le problème il est là aujourd'hui, c'est qu'on veut régler les problèmes des banlieues en tapant sur les fonctionnaires et en réduisant la dette de l'État, et donc en tapant sur la fonction publique. La dette, elle est lourde quand même. Oui, c'est exact. Ouais. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et je vous le redis, la sécurité a un prix. On parle de la vie de certaines personnes qui demain seront victimes de terrorisme ou alors d'usage de la Kalachnikov dans les quartiers. Il faut d'une part y mettre les moyens, revoir un système, et on a un travail à faire au niveau police aussi en termes de formation, je le reconnais, mais il faut aussi que les décisions de justice soient adaptées. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Farid Temsamani et Daniel Chaumette d'avoir participé à ce Prenez la parole, bien sûr, sur Sud Radio, et merci à tous ceux qui ont appelé ce soir pour participer également à l'émission.